Bonjour, bienvenue dans Ticosé. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Robillard qui va nous parler cinéma antillais. Alors, Guillaume est enseignant à Sorbonne, à Panthéon-Sorbonne, enseignant aussi à l'Université des Antilles. À l'Université des Antilles. J'espère y obtenir un poste bientôt d'ailleurs. Et vous travaillez aussi sur la programmation du FEMI. Voilà, qui est le plus ancien festival de cinéma de Guadeloupe, et de la zone Antilles-Guyane. Là, on a fait la 29e et on part sur la 30e l'an prochain. En tout cas, merci Guillaume d'avoir accepté cette invitation et nous allons parler cinéma antillais. Absolument. Donc, et merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir en tout cas. Alors, cette conversation, Guillaume Robillard, c'est vraiment sur le cinéma. Alors, vous avez écrit 2 ouvrages. Hein. Oui. Donc, le premier qui date de... Il est sorti début 2023. Début 2023 et qui parle du cinéma antillais. Oui. Donc, ma première question, ça va être pourquoi vous avez eu envie d'écrire cet ouvrage? À quel moment vous décidez, enfin, la genèse de cette histoire, de cette écriture? C'est une très longue histoire. Alors, la raison de fond, c'est le fait que je suis né et j'ai grandi en Guadeloupe. Donc, un attachement très, très fort à cette réalité, que ce soit cette réalité de terre, de présence, de population, de métissage culturel, etc. Et très vite, dès l'adolescence, je deviens un cinéphile. J'étais un enfant très timide, plus que réservé. Et j'avais 2 vies. J'avais la vie scolaire. Et puis quand je sortais finalement du collège ou du lycée, je vivais entouré de cassettes VHS à l'époque. J'enregistrais des milliers d'heures de films. Et je passais mon temps à vivre dans le monde du cinéma, une forme d'autre pays, le pays cinéma. Et puis après, je décide de devenir réalisateur. Le chemin est un petit peu long. Nous en parlions tout à l'heure avec votre collègue. Je fais une école de cinéma, etc. Et je commence à développer mes propres projets en réalisation. Et je décide de me raccrocher au système universitaire. Et je valide sans grande difficulté les années pour arriver au master. Et en master, je me dis, finalement, je vais voir ce qui se passe du côté de la Guadeloupe et de la Martinique. Quels sont les longs métrages de fiction? Et bien que je sois un grand cinéphile, grâce au livre d'Osange Silou Kiefer, oui, première historienne du cinéma antillais, qui était également une grande spécialiste des cinémas africains, c'est un livre qu'elle a sorti en 1991, je découvre un ensemble de noms et de titres de films que je ne connaissais pas du tout. Et la recherche de cette année de validation du master me convainc du fait qu'il y a énormément de pistes qui se sont ouvertes. Et je me rends compte très rapidement, parce qu'on fait son curieux dans ce type de situation, avant de définir un sujet de recherche, on va voir s'il est déjà très étudié. Et je me rends compte, là je parle de 2012, qu'à l'époque il y avait une thèse qui avait été faite par une Écossaise qui avait été lectrice d'anglais en Martinique et qui ensuite avait fait sa thèse à Austin au Texas en Caribbean Studies, quelque chose d'assez incroyable. Et il y avait 2 thèses qui étaient en cours, 2 martiniquaises d'ailleurs. Et puis il y avait quelques masters, mais il y avait très très peu de travaux de recherche sur le cinéma des Antilles françaises, cinéma antillais au sens de Guadeloupe, Martinique. Et là, je me dis que c'est le moment d'y aller. Donc finalement, c'est une espèce de jonction de 2 mondes depuis ma toute petite enfance. D'un côté, ce lieu antillais dans lequel j'ai grandi, dans lequel je me suis constitué, et puis ce monde du cinéma. Et finalement, en faisant se joindre les 2, ça donne le cinéma antillais. Donc en fait, c'est en écrivant votre thèse que vous décidez de faire cet ouvrage. Absolument. Alors le travail de recherche prend plusieurs années, on peut s'en douter. Je rappelle que c'est un cinéma qui est encore pour une bonne partie de la filmographie très difficilement accessible. Il y a des films qui encore aujourd'hui ne sont pas trouvables sur support vidéo commercialisé. Par exemple, l'an dernier, j'ai vu 2 films qu'on ne peut trouver qu'aux archives de la Cinémathèque française. Archives pellicules, on ne trouve ces films que là. Les noms de ces films? Alors ces 2 films, c'était Chapla la dérobade de Christian Lara, qui remonte à 1980. Je suppose que Lara a peut-être eu quelque part une copie à un moment donné, mais si c'est le cas, il ne l'a pas gardé. C'était le film qu'il avait fait qu'il aimait le moins. Donc en fait, pour revenir... Et l'autre, c'était Pour la folie de Benjamin Jules Rosette, qui remonte au début des années 80. D'accord. Pour revenir à cet ouvrage, d'ailleurs, il est préfacé par Christian Lara. Tout à fait. Christian Lara m'a fait l'honneur de la préface. Il était logique pour moi de lui demander, et je ne vous cacherai pas que j'ai été très surpris par sa réponse positive.
Mais je dois dire que je pense très sincèrement que son comédien fétiche, Luc Saint-Éloi, qui était également une forme de fils, d'ailleurs, Luc Saint-Éloi assume tout à fait l'héritage de Christian Lara. Je pense que Luc a intercédé en ma faveur par rapport à cette demande de préface. Donc, je suis très, très honoré qu'il ait accepté. Et voilà, pour ce premier ouvrage. Donc, pour revenir à ce travail de recherche, on écrit énormément de choses après avoir trouvé les films, les avoir décortiqués comme des langoustes. Et on se retrouve avec un mémoire. Donc, celui que j'ai fait faisait quand même quasiment 600 pages, ce qui est assez important pour une thèse d'aujourd'hui. Et on espère pouvoir en faire au moins un livre. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ce premier ouvrage grâce à un prix de thèse, qui est la première édition du prix de thèse du département de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où j'ai fait ma thèse. Donc c'est vraiment grâce à ce prix que j'ai eu accès à un éditeur et puis un délai très précis, et donc la sortie de cet ouvrage. Donc cet ouvrage qui parle du cinéma antillais, le cinéma antillais est beaucoup plus vaste ce que l'on pense. Oui. Mais on va dire ma génération et peut-être un petit peu celle de maintenant ont beaucoup plus entendu parler de Christian Lara et de Zan Palcy. Absolument. Donc vous en parlez dans cet ouvrage. Mais dans cet ouvrage, on trouve quoi exactement, puisque vous en écrivez un autre après, qui sort, qui est assez récent, qui est sorti en décembre. Tout à fait. D'accord. Donc dans le premier, voilà, moi j'ai vu que vous parliez du cinéma de Christian Lara. J'ai même vu aussi des images de Nègre-Marron, de Jean-Claude Barny, qui d'ailleurs, dont on entend beaucoup parler actuellement par rapport au film Fanon qui est sorti le 2 avril. Donc, dans ce premier ouvrage, quel est l'exercice ? Qu'est-ce que vous voulez faire au départ ? Parce que c'est pas évident, je veux dire, toutes les recherches, décortiquer, comme vous dites, ce cinéma antillais. C'est quoi le cinéma antillais, en fait ? Qu'est-ce que vous entendez par le cinéma antillais ? Oui, c'est l'une des premières questions qu'il faut poser. Parce que Antilles françaises, parce que Haïti reste aussi les Antilles, géographiquement. Absolument. Haïti n'est pas des Outre-mer, n'est pas français, parce que c'est un pays libre, indépendant. Tout à fait, depuis 1804, rappelons-le. Voilà. Mais c'est les Antilles. Donc, dans cet ouvrage, vous parlez vraiment des Antilles francophones, des Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique. Alors, c'est quoi pour vous le cinéma antillais ? Oui, alors effectivement, je précise toujours antillais au sens de Guadeloupe-Martinique. On m'a plusieurs fois demandé si c'était les Antilles au sens large du terme, au sens caribéen du terme. Alors ça n'a pas pu être le cas parce que quand on se concentre sur les longs métrages de fiction faits par des réalisatrices ou réalisateurs guadeloupéens ou martiniquais ou d'origine, on arrive à 70 films aujourd'hui qui ont été faits un peu partout dans le monde. Il y a 3 sous-catégories. Il y a les films qui se déroulent majoritairement en Guadeloupe ou en Martinique. C'est ce sur quoi se concentre ce premier ouvrage, ce que j'ai proposé d'appeler le cinéma antillais pays. Il y a les intrigues en France hexagonale, de la, entre guillemets, communauté antillaise, ce que j'appelais le cinéma antillais l'autre bord de l'eau, de l'autre côté de l'eau. C'est un thème qui a été proposé par le créoliste Tim Allo. Et puis, il y a quelques films qui ont été tournés à l'étranger par des réalisateurs antillais. On peut penser par exemple à Une saison blanche et sèche de Zan Palcy du côté d'Hollywood, ou encore le film Black de Christian Lara dans les années 80, également du côté du continent africain. Donc il y a une dizaine de films. Donc on a cet ensemble de films qui fait qu'il fallait circonscrire. Il fallait s'arrêter à la Guadeloupe et à la Martinique, parce que si on prend les cinémas caribéens, on va sur des centaines de films, et ça fait trop pour une étude. D'ailleurs, on se rend compte que les recherches universitaires et les livres se concentrent sur le cinéma cubain ou le cinéma trinidadien, etc. Quel était l'objectif de cette recherche ? Déjà, de comprendre ce qu'on a fait. Parce que comme on est face à des films qui sont assez difficiles d'accès, la transmission au niveau intergénérationnel est très parcellaire. C'est-à-dire qu'on a des films comme Coco la fleur candidat qui sont sortis dans les années 70, que le public de l'époque a vu, et finalement qui ont été très difficiles d'accès pour la génération ou les générations qui suivent. Alors, par hasard, des fois, j'ai des amis qui en ont parlé à leurs parents. « Ah oui, Coco la fleur, je l'ai vu à l'époque, à l'Airport ou au Rex. » Mais finalement, la transmission est très parcellaire. L'idée, c'était déjà de comprendre ce qui a été fait. Et de voir si cet ensemble de films, ce corpus, comme on dit de manière un peu pompeuse, a une cohésion et se distingue à l'intérieur de la production française. Et je tends à démontrer que c'est effectivement un ensemble de films qui présentent une cohésion au niveau thématique, narratif, des personnages récurrents, etc. Et d'ailleurs, sans vouloir vous couper, quand on parle de films sur l'esclavage, Christian Lara avait fait un film sur l'esclavage.
Oui, Lara a abordé l'esclavage dans plusieurs de ses films. Qui sont? Alors, il aborde très rapidement, ce sont des séquences très courtes, mais dans Sucre amer, il y a la période esclavagiste, juste avant la première abolition de l'esclavage en 1794. Dans Esclaves et courtisanes, beaucoup plus récent, qui est un film qui remonte à 2016 de souvenirs, et qui se déroule d'ailleurs sur le continent africain, on est en période esclavagiste. Donc il a abordé au moins à 2 reprises la question de l'esclavage, qui d'ailleurs, d'une manière relativement paradoxale, est assez peu abordée dans ce cinéma, pour des raisons, je pense, de difficulté à traiter le sujet. Si vous voulez que vos films soient produits, et si vous allez frontalement sur la question de la période esclavagiste, vous risquez d'avoir un petit peu plus de problèmes à trouver des moyens. Et d'ailleurs, on se rend bien compte qu'à ce jour, on a très très peu de films de grosses productions françaises sur ce sujet. Il y a eu Ni chaîne ni maître, voilà, qui de remonte Simon Mouteirou. C'est le premier réalisateur scénariste à avoir traité la question de l'esclavage sur un long métrage en France. Sur un film de production et de distribution aussi importante et sur une durée aussi longue dans le film, oui, c'est le premier film à aborder aussi frontalement la question esclavagiste, voilà. En période esclavagiste. En période esclavagiste, parce qu'en général, Christian Lara, Eusanne Palsy ou alors tous les réalisateurs dont vous parlez en parlent dans des séquences de leurs films, de leurs longs métrages, mais ils n'ont jamais traité cette question. Oui, en fait, c'est un des paradoxes intéressants de ce cinéma, c'est que les intrigues abordent des situations post-esclavagistes. Donc, en particulier, Rue Cazenègre d'Eusanne Palsy, qui remonte à 1983, se déroule, d'après d'ailleurs le fameux roman très connu de Joseph Zobel, La Rue Cazenègre, se déroule dans la Martinique coloniale des années 30, post-esclavagiste. Mais à l'intérieur du système d'habitation, et en particulier à travers le discours qui est fortement politique, fortement historique du vieux conteur Médouze, le conteur créole pouvant être considéré comme le père du cinéma antillais, le personnage fondateur de ce cinéma, eh bien, le discours du vieil homme, du conteur traditionnel, indique que finalement, les choses n'ayant pas totalement changé, le temps tournant en rond, finalement, en abordant la situation post-esclavagiste dans les années 30, on aborde en réalité par détour la situation esclavagiste. Et on peut le dire également d'un film comme Le sang du flamboyant de François Mija, premier long métrage martiniquais commercialisé, comme on peut le dire de Coco Lafleur Candidat, premier long métrage commercialisé du cinéma antillais, de Christian Lara qui remonte à 1979. C'est-à-dire qu'au présent de l'époque, bien sûr, dans les années 70, on aborde une situation de hiérarchie sociale en Guadeloupe et par extension dans la Caraïbe qui donne l'impression que certaines choses du passé colonial et esclavagiste n'ont pas tout à fait disparu. D'accord. Et est-ce que pour toi, Guillaume, je te tutoie, pas de souci. Voilà, est-ce que pour toi, cette question n'a pas été traitée parce que justement, c'était un peu leur histoire, ou alors c'était compliqué de faire financer, parce que voilà, pour le cinéma, il faut des financements. Est-ce que ça n'a pas été traité parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir le financement? Quand on sait que concernant le cinéma, les Outre-mer n'étaient pas pris en compte pendant longtemps dans le financement de cinéma français. Parce que c'est d'ailleurs une loi qui a été mise en place pour que les producteurs des Antilles françaises puissent avoir accès à ce financement. Oui, c'est un vaste dossier, mais effectivement, certains aspects du code du CNC n'étaient pas appliqués aux Outre-mer comme ça l'était pour la production hexagonale, et en particulier pendant longtemps. Il n'y a pas eu de 1963 jusqu'à 2016 en Outre-mer l'application de la fameuse taxe spéciale additionnelle, la taxe sur chaque billet de cinéma en France, qui finance le CNC, qui ensuite répartit cela sous forme d'aide. Et donc, ça fait que les Outre-mer n'étaient pas totalement inclus dans ce système de financement. N'étaient pas du tout inclus, parce qu'en fait, dans la loi qui régissait le cinéma en France, les Outre-mer n'étaient pas inclus. Absolument. Il a fallu que les députés montent au créneau et fassent une loi qui permettait aux producteurs antillais, donc installés dans leur territoire, d'avoir accès à ce financement. Oui, absolument, oui. Même si... Et là, ça devient un peu compliqué, toute la machinerie. Certains films ont exceptionnellement pu avoir quelques aides sans que les Outre-mer soient à ce moment-là totalement inclus dans le système. Mais il y a effectivement eu cette problématique. Tout à fait.
qui aujourd'hui est résolu. Voilà, tout à fait. Merci Jean-Claude Barny de nous avoir rejoints. Donc, en ce moment, voilà, il y a une grande actualité sur le film Frantz Fanon, mais il y a aussi une grande actualité sur le cinéma antillais. Donc, nous allons comme ça échanger dans Ticozé, qui est une conversation sur votre carrière, donc on va dire, de Nègre-Marron, en passant par le Gang des Antillais, Frantz Fanon, et j'en oublie, puisqu'il y a aussi il y a eu des séries, la série Tropiques, on parlait de Tropiques amers tout à l'heure. Et puis le court-métrage, le début, Putain de porte, c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Voilà. Et puis, avec Guillaume Robillard, justement, qui est enseignant à Panthéon-Sorbonne, docteur en cinéma, qui a sorti 2 ouvrages, le cinéma antillais, et là, un dernier ouvrage qui est sorti en décembre, un cinéma décolonial, les personnages du cinéma antillais. Donc, on parle cinéma antillais, on parle de Barny, qui est aujourd'hui une figure importante. Donc, on est très heureux de vous recevoir dans cette émission. Enfin, je suis très heureuse. Alors, je vais vous tutoyer, si ça ne vous embête pas. Donc, Jean-Claude, Guillaume. Et ma première question, Jean-Claude, c'est: est-ce que pour vous, il y a un cinéma antillais? Et c'est quoi le cinéma antillais? Alors, est-ce que pour moi, il y a un cinéma antillais? Je dirais que je me suis longtemps posé la question à partir de mon premier film, Nègre-Marron, parce qu'évidemment, comme je suis d'origine antillaise et que je vivais à l'époque là-bas et que le projet de ce film était totalement tourné vers les Antilles, je pensais naturellement, oui, il y a un cinéma antillais. Donc, si on racole tous les bouts, il y a réellement un cinéma antillais. Maintenant, est-ce que c'est un cinéma qui perdure et qui a une existence, concrète? Je pense qu'il est parfois, comme toutes les productions de par le monde, parfois il est ralenti. Et parfois, il y a des grands sursauts comme cette actualité. Donc, je dirais oui, effectivement, il y a réellement un cinéma antillais. Donc, en fait, c'est ce que Guillaume nous expliquait. Il a découvert un cinéma antillais qui n'était pas accessible à tous, parce qu'il y a des films qui ont été faits. On parlait de Lara, de Zane Palsy, qui a eu une carrière française, mais qui a eu aussi une carrière aux États-Unis. Absolument. Et puis, on parlait de ce premier ouvrage d'Osange Silou, qui avait 1991, en 91, qui avait déjà commencé à parler du cinéma antillais. Tout à fait. Et Guillaume, tu nous expliquais qu'il y a vraiment un cinéma antillais. Il y a une matière, il y a de la matière, il y a des films, il y a des comédiens, il y a des histoires. Et aujourd'hui, je veux dire, depuis ces derniers mois, on parle vraiment de 2 films. On parle de Zayan, Zayan, un film de Nelson Foy, et de Fanon, un film de Jean-Claude. Et on a eu l'impression qu'il y a eu Christian Lara, Zane Palsy, et ensuite un grand vide. Et puis Barny qui est arrivé, enfin je dis Barny, j'aime bien dire le cinéma de Jean-Claude Barny qui est arrivé avec Nègre-Marron, et là il y a eu comme ça une émulation à nouveau autour du cinéma antillais. Est-ce que tu le sens comme ça aussi, toi? Alors c'est plein de choses dans cette question, l'air de rien. Dans les grandes lignes, on a le droit de discuter l'appellation cinéma antillais. Il y a des gens qui ne l'acceptent pas. D'ailleurs, je rencontre quand même une certaine résistance du côté des professionnels en Guadeloupe ou en Martinique qui disent non, il n'y a pas de cinéma antillais. Si on le prend sous l'angle de l'industrie, dans la mesure où l'industrie est en train de se constituer, est en train de se structurer, il n'y aurait pas encore de cinéma antillais. Que ce soit au niveau des infrastructures de tournage, au niveau des leviers de production, au niveau du circuit de distribution, au niveau même de l'interaction avec le public. Parce que l'un des problèmes de ce cinéma pendant longtemps, c'est qu'il interagissait de manière sporadique ou ponctuelle avec son public. Les films n'étaient pas toujours sortis sur support vidéo commercialisé par la suite, et il y avait une transmission intergénérationnelle qui était très parcellaire, comme on a eu l'occasion d'en parler. Sans vouloir te couper, une transmission qui a été faite aussi après, très longtemps après, par Julien Dalle, via son association, qui a pris son bâton de pèlerin et qui a commencé à montrer tous ses films, aller à la campagne, en projection même à l'extérieur, je dis bien sous le manguier, partout, pour montrer qu'il y avait un cinéma
qu'il y avait un cinéma antillais et qu'il fallait à nouveau que les Guadeloupéens, les Martiniquais, mais surtout en Guadeloupe, il a fait ça, aillent au cinéma et s'intéressent au cinéma. Ça, c'était la parenthèse. Mais c'est une parenthèse très pertinente parce qu'effectivement, avec son association qui s'appelle Alma, il a développé certains ciné-clubs et il a aussi créé une série DVD. Il y a plusieurs titres qui ont été édités, dont Rose et le soldat, et une réédition Tropiques amers, si je ne dis pas de bêtises. Rose et le soldat, qui est un film qui avait été réalisé par Jean-Claude aussi. Absolument, en 2015, si mes souvenirs sont bons. Il nous laisse ça. Non, je ne pense pas que Gendel a quelque chose à voir là-dedans, non? On parlait du fait qu'il a sorti des DVD de certains films et qui fait ce travail de transmission. De transmission. On parlait quand il disait que... Non. En fait, on parlait du fait qu'il y a un moment, il y a eu les Antillais, en fait. Il n'y a pas eu de transmission, il y a eu un cinéma, mais il n'y a pas eu de transmission. Il y a même eu des cinémas qui ont fermé, etc. Il y a surtout, et ça il faut l'appeler, il y a aussi Ciné Oulé. Je pense que c'est la première pierre à l'édifice. Absolument. C'est Ciné Oulé qui a le premier pris justement cet effort de pouvoir partager au plus grand nombre le cinéma dans le Manguier, dans les campagnes antillaises et même à Saint-Martin. C'était vraiment, je pense que c'est là. Ciné Roulé, c'était un festival. Ciné Roulé, c'est un cinéma itinérant de Jean-Marc Césaire. Absolument. Et je pense que c'est vraiment lui le précurseur de cette idée d'emmener le cinéma au pied de la population antillaise. D'accord. Indiscutablement. D'accord. Et c'est l'un des très rares cinémas itinérants de France. Aujourd'hui, il y en a très peu. Il y en a moins d'une dizaine. Il avait cette particularité qui était vraiment excellente, c'est de projeter dehors. Dehors, comme tu l'as dit exactement, il avait cette envie de faire partager à la population populaire. Mais après, la différence, je suis d'accord, c'était pas forcément des films qui étaient liés à la culture antillaise. Ça, c'est vrai. Oui, il a amené des films venant d'un peu partout, dont certains films effectivement antillais. Alors c'est vrai que pour revenir à Julien Dalle, c'est pas une comparaison en valeur entre les actions des deux. Effectivement, il y a eu cette idée de créer une collection de DVD de films faits par des réalisateurs antillais. Mais d'ailleurs, c'est un travail qui a été fait en discussion entre lui et moi. On a partagé les infos pour voir ce qu'on pouvait faire par rapport à ça. Super. Et Jean-Claude, pourquoi, à ton avis, il y a cet engouement sur tes films, je veux dire... sans prétention, on a vu la sortie de Negmaron. Là, ça a été quelque chose, une claque. La sortie de Negmaron, on peut le dire, c'était quelque chose. C'était une claque pour les Antillais, mais aussi pour, on va dire, la communauté aussi. Il y en a une afrodescendante parisienne. Oui. Et ensuite, après le Gang des Antillais, pareil, comme si c'était attendu. Jean-Claude a sorti. Moi, je me souviens, Jean-Claude a sorti le Gang des Antillais. Il fallait aller voir le Gang des Antillais. À ton avis, qu'est-ce qui a permis cet engouement autour de tes films? Alors, je pense que principalement, c'est que le public a mûri et que je pense aussi qu'il était totalement insatisfait de ce qu'on lui proposait. Et il y a une sorte de désavé, de rupture entre ce que le cinéma, entre guillemets, hexagonal lui proposait et ce qui se passait dans nos territoires. Il y avait un décalage à la fois social, politique et humain. Et ils avaient, comme chaque génération, besoin d'un renouvellement. Et je pense que je suis rentré juste dans ce mi-temps, entre guillemets, pour proposer aussi ce que font généralement les artistes. C'est ils regardent le temps présent, et puis ils font une projection, et puis ils participent à l'œuvre collective, quoi. Donc Negmaron, c'était vraiment une œuvre collective, et elle n'est pas que de moi, ce serait prétentieux de le dire, mais elle est aussi l'œuvre d'un peuple qui avait besoin à un moment de se voir différemment des caricatures, des préjugés dans lesquels elle baignait depuis un certain temps. Et comme on sait que le cinéma était aussi un sacré déminateur de déclenchement, il fallait que nous aussi on déclenche quelque chose. Et toi, Guillaume, ton avis sur cette question, parce que je vois que justement dans ton ouvrage, tu parles de Negmaron. Nécessairement, oui. Tu en parles nécessairement. Pour toi, qu'est-ce qui a fait que Negmaron est arrivé, qu'il y a eu cet engouement pour ce film, ce film qui sortait après un silence assez long, on va dire, du cinéma antillais. Alors là aussi, on pourrait y passer un temps incroyable, mais alors je précise que c'est une image d'ailleurs de Negmaron qui fait la couverture de ce premier ouvrage. Ça, c'est un choix de l'éditeur. J'ai dit, écoutez, banco, et puis évidemment, Jean-Claude a très généreusement accepté qu'on utilise des images du film, comme d'ailleurs tous les autres ayants droit, tout à fait. Alors, moi, je vais parler dans un premier temps en tant que spectateur, puisque je découvre évidemment Negmaron. C'est ma première année d'ailleurs ici à Paris pour les études. Et puis, ça faisait quelque temps qu'on entendait parler du projet Negmaron, bien sûr, ça faisait des années.
Je reviens sur ce que tu as dit. Nègre-Marron, c'est vraiment, je pense, et ça je le pense très sincèrement, le film d'une génération qui a très très bien saisi l'air du temps. Et quand on s'est vu à l'écran, et je parle pour ma génération, puisque maintenant je pourrais être le papa des étudiants que j'ai en cinéma, on s'est reconnu dans la gestuelle, dans les expressions, dans l'humour, dans les références, dans les rêves aussi, dans les projections, dans les horizons qu'on vise. Et je pense que c'est l'une des grandes explications de la réussite de ce film. Bon, en plus du casting, bien sûr, Admiralty, Dali, etc., ça a aussi joué. Mais c'est vraiment cette ère du temps qui a été saisie et qui explique qu'à l'époque, il a explosé tous les records d'entrée en Guadeloupe, par extension aux Antilles, etc. C'était à Paris et je me souviens toujours de ça, c'est qu'il y avait en face un film où il y avait Vanessa Paradis, quand même qui est l'enfant, on va dire, adoré de France. Et on nous appelle pour nous dire non, mais le film Nègre-Marron est devant ce film. Je ne sais pas si tu t'en souviens, à l'époque. Et donc, on se dit, waouh, voilà, parce que voilà, ça veut dire on avait compris à ce moment-là qu'il y avait ici, en Île-de-France, à Paris, en Hexagone, une communauté antillaise hyper importante et qui était intéressée aussi par ces sujets-là. Et le film avait explosé les records à ce moment. Et donc, pour revenir à toi, Jean-Claude, quel a été le fil rouge, en fait, de tes réalisations ? Ton fil conducteur, le fil rouge de tous ces films que tu as réalisés? Effectivement, c'est vrai qu'il y en a un, et il est principalement guidé par le fait que j'essaie d'explorer mes questions. C'est-à-dire que j'ai des questions que je me pose sur ma société antillaise, sur ma communauté, et que quand je vois qu'il y a un fil à la fois cinématographique et aussi social, je m'empare d'un sujet. Et j'essaie de prendre à une époque pour pas être dans la répétition. Sinon, on ferait toujours le même film. Donc, j'ai choisi une époque qui est assez marquante dans notre culture. Et puis, j'essaie de l'explorer, de voir à quel moment elle fait écho au temps présent. Et j'essaie de construire, en tout cas, des projets qui font un grand écart entre combler notre histoire en filmographie, parce que je pense que c'est important, historiquement, qu'on ait quand même une bibliothèque à la fois filmographique, littéraire, je pense qu'elle est assez comblée. Théâtralement, elle est comblée aussi. Musicalement, là, on est plus que comblé. Mais en filmographie, il y a quelque chose quand même qui nous semble assez dépendant d'une industrie hexagonale. Et comme nous n'avons pas, comme disait très justement Guillaume, on n'a pas ce potentiel de produire à grande échelle. Donc, du coup, j'essaie à chaque fois de dire, voilà, c'est un film qui va être marquant, je vais prendre le temps de le faire, parce que je veux qu'il soit bien réalisé, bien produit, et je travaille vraiment sur des parcelles historiques. D'accord. Et Guillaume, comment tu expliques aussi, parce que ce cinéma antillais dont tu parles, donc vraiment, tu en parles Guadeloupe, Martinique, et pourtant, ça t'emmène jusqu'en Afrique, puisque Christian Lara a tourné des films en Afrique, Eusanne Palsy aux États-Unis, et qui parle de l'Afrique aussi, et qui parle des problématiques raciales aux États-Unis. Voilà, c'est la seule Française réalisatrice qui a reçu un Oscar aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a Fanon est sorti le 2 avril. On parle d'un cinéma antillais. Mais aujourd'hui, on parle d'un cinéma mondial, un cinéma international, parce qu'avec Frantz Fanon, on dit tout. Enfin voilà, Frantz Fanon, c'est un Martiniquais qui appartient à l'histoire du monde. Donc en fait, ce cinéma antillais, d'après ce que tu expliques, s'étire et c'est un cinéma du monde. Oui. Alors, comme je disais, il y a 3 catégories dans ce que je propose d'appeler le cinéma antillais. Le cinéma antillais pays, les films qui se déroulent majoritairement en Guadeloupe ou en Martinique. Le cinéma antillais Lot-Bodlo pour la communauté antillaise, entre guillemets, de France hexagonale. Et concernant les films tournés à l'étranger, c'est ce que j'ai proposé d'appeler le cinéma antillot tout de bord. Tout de bord, de tout bord, c'est une référence indirecte au Tout monde d'Édouard Glissant. Antillot. Plus antillais, c'est l'idée d'une influence avec un regard qui vient d'une réalité caribéenne, mais qui effectivement est connectée au monde, à cette totalité du monde dans laquelle on est. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de Nègre-Marron à l'époque. Je pense qu'on peut dire qu'il y a une première génération, c'est celle de Christian Lara et d'Eusanne Palsy, pour les plus grands noms, c'est les pionniers. Et puis, il y a une deuxième génération qui se positionne
Entre le milieu des années 90 et le début des années 2000, c'est Guy Deslauriers du côté de la Martinique et c'est Jean-Claude Barny du côté de la Guadeloupe, pour donner certains noms. Évidemment, on ne peut pas citer tout le monde. Et là, on a une troisième génération qui est en train de se placer. Nelson Foy, bien entendu, mais pas que. Il y a quelques années déjà, Julien Dalle ou Mariette Montpierre. Donc, il y a une progression. Pour revenir à Eusanne Palsy, c'est une étoile indiscutable. On parlait de l'Oscar, de ce cinéma, et pas que de ce cinéma, puisqu'elle a été faire des films ailleurs. Quand je parle de cinéma antillais, au sens d'un ensemble de films qui ont une cohésion au niveau thématique, au niveau des personnages récurrents, au niveau d'obsession aussi par rapport à l'histoire, par rapport au passé colonial et esclavagiste en particulier, et pas que, ou par rapport à des problématiques sociales au présent, Nègre-Marron, comme aujourd'hui Zion de Nelson Foy, je ne veux pas en faire un cinéma qui serait fermé sur lui-même. Et je ne veux surtout pas qu'on arrive à l'idée qu'il faudrait répondre à un ensemble de critères précis pour que ces films soient catalogués antillais ou pas. C'est juste dire qu'on a déjà réussi à définir quelque chose de spécifique, une voix VOIX, une voix VOIE spécifique, à travers les films, qui pose la question de ce qu'on a à apporter ou de ce qu'on peut apporter, nous, dans le champ international du cinéma. Mais après, libre à quiconque d'aller où il a envie d'aller, au niveau des thèmes, comme au niveau des personnages, ou même des endroits du monde où on tourne. Donc c'est... je tiens vraiment à préciser que quand je parle de cinéma antillais, je ne veux surtout pas le stratifier ou l'essentialiser. C'est dire, voilà, il y a des particularités, mais qui restent connectées aux autres cinémas du monde. Et d'ailleurs, je pense que Barny ira dans le sens du fait qu'on a des références qui viennent de partout. Oui. Non, ce qui est très drôle aussi, c'est que vrai qu'on peut être issu à être insulaire, avoir vraiment une vraie légitimité à tourner, à travailler sur notre territoire antillais, et aussi avoir des références qui viennent d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que notre culture cinématographique, elle n'est pas ancrée simplement dans un imaginaire qui est créole. C'est aussi un imaginaire qui peut être aussi d'autres cultures. Et ce mélange-là fait que ce cinéma peut être divers et avoir des influences complètement disparates par rapport à chaque réalisateur. Et puis, je ne parle pas des genres. Il y a des genres que certains réalisateurs exploitent et pas d'autres. Donc, je crois qu'il est très riche, ce cinéma antillais. Il n'est pas du tout, en tout cas, tourné sur lui-même. Il ne parle pas que à nous. Certes, il sort de nous, mais il parle au monde entier. Comme Fanon, d'ailleurs. Alors, Fanon, c'est là où moi, je pense que Guillaume a raison. C'est qu'un réalisateur aussi évolue par rapport à ses sujets. C'est-à-dire qu'un réalisateur, c'est comme tout le monde, c'est un professionnel, qu'il soit guadeloupéen, marseillais ou cubain ou trinidadien. Mais il a aussi une exigence personnelle. Il a aussi un parcours personnel. Et il peut très bien commencer par un film très local, amateur, entre guillemets, et puis évoluer sur sa carrière comme Zal Passy à faire des films aux États-Unis. Donc, c'est aussi des professionnels, c'est des gens qui ont aussi une ambition propre à leurs travaux. Donc, justement, dans Fanon, que tu as vu, oui. que j'ai vu aussi, donc c'est un film, en fait, c'est un film qui ne nous appartient plus aujourd'hui, c'est un film international. Mais il y a tout de même, voilà, on retrouve quand même les Antilles quand tu nous montres certaines choses, le crabe, aussi la mangrove, et puis les plats cuisinés. Les plats cuisinés, et puis même les livres qu'il lit, puisque c'est un peu la vérité. Mais aujourd'hui, ce personnage est un personnage international, et donc le film Fanon, voilà, est un film qui est projeté en Europe, en Afrique, et qui a un public beaucoup plus large, on va dire, que celui qu'avait à l'époque Nègre-Marron. Et est-ce que toi, Jean-Claude, tu considères que France Fanon, c'est un film antillais parce qu'il est fait par un antillais, parce que le personnage Fanon est antillais? Voilà. Alors, je dirais que Fanon revient à la troisième détermination de Guillaume. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, il nous permet en 3 cases de dire où on peut se placer. Donc, je dirais qu'il revient à la troisième case qui est... le cinéma antillais tout de bas, celle que j'ai proposé. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qu'on prend et qu'on ramène à l'intérieur.
C'est quelqu'un qui a réussi justement de sortir de son global antillais et que nous, on le remet dedans. Et je pense qu'il est nécessaire de remettre à l'intérieur de notre globalité, de ce centre antillais, parce que c'est aussi faire preuve de son histoire, de sa racine. Et c'est aussi se réapproprier une partie de Fanon, parce que c'est vrai qu'il a été pendant très longtemps considéré comme l'Algérien, et aussi après mondial, il a eu vraiment un éclos au niveau du monde. Mais je pense que nous aussi, on est en souffrance, sans dire que le mot est trop peu fort, de personnages qui ont eu un destin fort pour le monde. Et ça, je pense que le monde doit savoir que nous avons vraiment un parcours exemplaire dans ce que le monde a pu connaître de personnages héroïques. Et quand on choisit de faire Fanon, c'est qu'on sait très bien qu'on va parler au monde. On choisit, et je crois que c'est ça aussi la réalité d'un projet. Quand tu choisis un projet en tant que cinéaste, tu choisis quelque chose qui va faire écho dans ton parcours, qui fait sens. Et si j'ai choisi ce personnage-là, c'est que je savais qu'il y avait une ambition qui était mondiale, oui. Alors, Jean-Claude, juste une dernière question. Pourquoi Fanon intéresse aussi certains pays européens et le Brésil ? Alors, c'est une question que je me suis posée parce que le Brésil a comme une histoire très particulière, mais c'est quand même un peuple autochtone qui s'est aussi fait coloniser par les Espagnols. Donc, je pense qu'il y a aussi très facilement au Brésil ce genre de ressenti de se retrouver à l'intérieur de tous les peuples colonisés. Et ça, c'est une évidence. Ensuite, je dirais que c'est un pays qui étudie énormément sa culture de l'intérieur. Donc, ils ont peut-être aussi une sensibilité qui est beaucoup plus affranchie que nous, qui sommes encore sous un joug, entre guillemets, hexagonal. On est dépendant des cas d'études, on est dépendant du système scolaire, on est dépendant de l'éducation, on est dépendant de ce que nous, médiatiquement, on peut nous permettre ou pas d'accéder. Et quand tu es dans des pays souverains, totalement, l'Afrique, le Brésil ou d'autres endroits, et qu'il y a une sorte d'équité, en tout cas d'appétit culturel, bah, chacun a le droit d'avoir accès à ce qu'il a envie, et puis il n'y a pas de censure à ce niveau-là. D'accord. Ma dernière question va peut-être sembler un peu communautaire, mais on a eu le film Ni chaîne ni maître de Simon, je vais dire Simon, je ne vais pas prononcer son nom de famille, sinon je vais me faire tuer, qui a eu un succès énorme, qui était un très beau film, et on en parlait au départ avec Guillaume, sur justement, c'était le premier film, on va dire français, à traiter frontalement, on va dire frontalement, parce qu'il y a eu d'autres films qui ont parlé de l'esclavage. Il y a eu aussi une série que tu as faite, Tropiques amers. Et ce film que Simon a fait, voilà, traitait frontalement de l'histoire de l'esclavage. Aujourd'hui, tu as Fanon et il y a un succès, je veux dire, sur ces trois films, Zayan, Fanon et le film de Simon, Ni chaîne ni maître. Comment tu expliques ça, Jean-Claude ? Alors, je l'explique aussi par deux choses. La première, c'est que le public a eu un temps de maturation. C'est-à-dire qu'en passant par des films comme Ni chaîne ni maître, en passant par des films comme Negmaran, en passant par des films... Le Gang des Antillais. Les Gangs des Antillais, comme Rascal. Il y a vraiment une filmographie, on ne parle pas de toute citer, aussi, mais en tout cas, le public a été, depuis, on va dire, une trentaine d'années, éduqué petit à petit à avoir des films entiers à venir, ou afro-africains, peu importe, à ce niveau-là, à venir vers eux. Donc, du coup, l'appétit est là, très concrètement. Et je pense aussi qu'il y a une évolution de la facture de présentation. Aujourd'hui, les réalisateurs ne sont pas les mêmes qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ils ont beaucoup plus de moyens, ils sont mieux encadrés. Il y a aussi un niveau de compétence qui est beaucoup plus fort que quand j'ai commencé. Et donc, du coup, on arrive à délivrer des films qui sont pratiquement à armes égales, même si les budgets ne sont pas les mêmes, en termes de rendu, quoi. Et je crois que c'est là qu'aujourd'hui, je veux dire qu'il y a eu un coche qui a été manqué de l'industrie, parce qu'entre-temps, nous, on a progressé techniquement et artistiquement, et elle est restée sur des vieux clivages où il y a une sélection quand même du film qui vient d'ailleurs et les films qui sont produits pour le marché français, quoi. D'accord. En tout cas, merci Guillaume, merci Jean-Claude d'avoir accepté cette invitation. C'était un moment très agréable de parler de cinéma tout court et de cinéma antillais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi Ticosé et on se retrouve très bientôt avec un autre invité. À bientôt. Au revoir.